Nous allons maintenant débuter le troisième bloc de la journée, intitulé Accélérer l'élan du manufacturier innovant au Québec. J'aimerais inviter Monsieur Michel Leblanc et Monsieur Pierre Gabriel Côté à monter sur scène pour nous parler de leur récente mission commerciale en Allemagne. Merci. Pierre-Gabriel, je les écoutais, là, tous ceux qui sont passés juste avant nous, puis je me disais, c'est essentiel ce contact avec la réalité de nos entreprises d'ici, comment ça se passe. Moi, je suis très impressionné. L'univers de la patate, je ne le connais pas, c'est pas à ce point-là, mais ça m'a fabulousé. Ça nous donne un coup de jeune aussi quand on entend tout ça. Hein? Oui. Pourtant, on n'est pas si vieux que ça, Michel. Non, ben, en tout cas, moi, je me considère jeune encore. mais toi aussi, tu es jeune. Je voulais remercier les frères Proto, d'ailleurs, qui étaient avec nous en Allemagne, puis je me disais, là, les frères... On s'est fait un petit vidéo, je vais le partager avec vous. C'est un petit vidéo qui parle un peu de l'expérience qu'on a vécue en Allemagne et je vous le dis, c'était quelque chose. Manon, montre-nous ça. Le manufacturier 4.0, c'est de la digitalisation, c'est l'humain, la machine et le produit qui sont connectés, des données massives, des produits très personnalisés et ça se fait en temps réel. Il faut vraiment voir par soi-même pour constater comment Hannover Messe représente le futur de l'innovation. Un renversement complet, une expérience tout à fait inédite. Ça nous a permis de croire qu'on pouvait attaquer la planète. C'est une expérience que tout entrepreneur devrait vivre. On est vraiment dans l'automatisation à son meilleur. Il y a des gens du monde entier, plus de 200 000 participants. Le manufacturier 4.0, c'est ici et maintenant. Avec ce que j'ai vu au show d'Hannover Messe, ce que je dirais aux manufacturiers du Québec, c'est dépêchez-vous. La course a déjà commencé. Pour investir en technologie, en robotisation, en automatisation, parce que la planète est en train de le faire et la planète qui est ici aujourd'hui nous le démontre clairement. Industrie 4.0, c'est maintenant, il faut agir. Michel, je peux te dire une chose, c'est quand je suis revenu de là, j'étais perturbé. Oui, c'est ça que Louis disait. Hein? On a quand même vu quelque chose là-bas qui moi, m'a vraiment surpris. C'est les compagnies de logiciels qui sont présentes là-bas. Les compagnies de logiciels prennent le devant sur le manufacturier d'équipementiers. Les équipementiers suivent maintenant les avancées technologiques au niveau de la connectivité et sont en train maintenant de mettre un levier sur l'accélération au niveau des équipements. C'est comme la charrue avant les bœufs qu'on connaissait avant. Maintenant, c'est le numérique qui fait en sorte que l'équipementier se met à niveau pour les besoins de leurs clients. On pourrait dire que c'est la charrue sans les bœufs. Ouais. oui, c'est le cas. Écoutez, suite à ça, moi et Michel, on est revenus de là, mais c'était déjà dans nos intentions. Puis je vais faire une annonce ce matin qui, je pense, ne surprendra pas personne. Mais j'ai le plaisir d'annoncer qu'on va faire de Hannover Messe un rendez-vous annuel à partir de maintenant. Au même titre que l'industrie aéronautique se retrouve d'une façon biannuelle au Bourget ou à Farnborough, on va se retrouver là, le Québec, en mission, avec un effet de meute, pour aller présenter ce qu'on fait, mais surtout aussi aller chercher pour un échange qui fera en sorte que tout ce qu'on fait en manufacturier innovant va demeurer en pleine accélération. Et donc, restez à l'affût. Prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va mettre à l'avant l'organisation. Et on était tous les deux très fiers d'avoir un kiosque du Québec là-bas. Michel, tu te souviendras.
Il y a des gens qui ont découvert le Québec manufacturier là-bas. Et peut-être que ça va avoir un effet d'entraînement sur d'autres joueurs qui sont ailleurs au Canada, hein, Michel? D'abord, moi, je suis convaincu que le reste du Canada va se réveiller. Hein. C'est normal. Une fois que le Québec est réveillé, il se réveille. C'est ça. C'est une petite joke. Mais ce que j'allais vous dire, par contre, c'est important qu'on soit vite parce que, je l'ai dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a 200 000 personnes qui vont à Hanover. Hanover, c'est à peu près comme Québec. Imaginez 200 000 personnes qui y vont. Les chambres d'hôtel sont pleines jusqu'à des kilomètres à la ronde. Donc, dans ton annonce, moi, je fais une sous-annonce qui est de dire « Dépêchez-vous d'y penser, de le planifier, puis de le signaler que vous voulez être là, parce qu'on va essayer d'être le plus nombreux possible, mais il va falloir l'organiser concrètement. » Quelqu'un qui parlait de l'importance de l'exécution tantôt, il faut l'exécuter. Et maintenant, j'ai le privilège aussi d'annoncer notre prochain présentateur. Pendant qu'on était là-bas, on a eu la chance quand même de côtoyer quelqu'un qui est un partenaire déjà au Québec, qui est la compagnie Siemens. Et il s'agit du vice-président principal Siemens Fabrication numérique, Industrie de la transformation et système d'entraînement. J'inviterai M. Mini à venir faire sa présentation, un partenaire important au Québec que je salue et que j'invite à monter immédiatement. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci Pierre et Michel. Oui, je voudrais bien inviter Claude Lemieux, qui est responsable pour les affaires Siemens industrielles, de se lever. Il y a beaucoup de spots ici, je ne peux pas. Claude Lemieux est responsable ici à Montréal. Et nous avons au Québec plus que 1000 employés dans plusieurs sites, aussi à Montréal. Et merci pour cette invitation de présenter et d'introduire le State of the Art de Industrie 4.0. Je vais continuer en anglais, ça passe un peu plus vite à ce moment. OK. Now, on my next slide. Bon, sur la prochaine diapo, ici, quand je vois ça, je me dis, est-ce que je devrais encore présenter ça à cet auditoire après ce que je viens d'écouter de ces entreprises qui sont déjà rendues au niveau d'Industrie 4.0? Je n'ai pas besoin de l'expliquer, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire de donner une définition. Mais c'est la 4e révolution industrielle. On en a déjà eu 3 dans les années 1700 avec la vapeur et dans les 1800 avec la division du travail où les gens se sont spécialisés dans les tâches, etc. La 3e révolution industrielle avec l'introduction des logiciels. Et maintenant, nous sommes à Industrie 4.0, 4e révolution industrielle. Et quel est le moteur de cette Industrie 4.0? C'est l'introduction de la numérisation qui change déjà notre vie à tous les jours, la façon que nous créons nos vacances et que nous réservons nos vacances, nos téléphones, etc. Et maintenant, cette numérisation est en train de se retrouver dans le domaine manufacturier à une vitesse accélérée. Évidemment, on a toujours vécu des transformations avec, comme j'ai dit, la révolution industrielle 1, 2 et 3, dans les années 1900, par exemple. On avait une parade ici avec des chevaux, avec des carrosses, etc. Et en 40 ans, ou même moins, nous avons les voitures là. Donc 13 ans même de différence entre les deux. Mais avec chaque transformation, nous avons aussi un changement d'étape dans la productivité. Vous avez ici, par exemple, la vapeur, l'électricité, l'automatisation et la robotisation, et vous voyez à quel point la productivité s'améliore. Les rapports des analystes à McKinsey nous démontrent que ça fait depuis peut-être 2 décennies que la productivité semble augmenter année après année
parce qu'on a des concepts beaucoup plus souples. Et maintenant, la productivité, l'augmentation de la productivité avec l'usage de procédés traditionnels est seulement de 1%. Donc, ça commence à plafonner, alors qu'il y a 50 ans, c'était à 3%. Donc, cela veut dire que nous commençons à arriver à la fin d'une certaine révolution industrielle et nous avons besoin d'une transformation et d'une nouvelle révolution. Donc, qu'est-ce qui change? Les produits que nous sommes en train de fabriquer sont de plus en plus intelligents. Il y a donc des logiciels à l'intérieur, des fils électriques qui sont même tissés dans ces produits qui permettent à ces produits de communiquer entre eux ou communiquer avec des machines ou communiquer avec le cloud. Donc, changement majeur. Et deuxièmement, nous avons maintenant les connectivités sans fil, donc l'Internet des objets. Et finalement, nous avons accéléré cette vitesse informatisée et donc tout peut être maintenant simulé au niveau de la manufacture. Alors, pourquoi est-ce que la simulation est très importante? Parce qu'il faut avoir une pression vers l'innovation qui est mondiale. Vous avez donc besoin des bonnes personnes qui peuvent mettre en œuvre les nouvelles idées. Mais il faut qu'ils soient capables de faire des erreurs. On ne peut pas innover sans erreur. Et donc, il faut créer un environnement qui vous permet d'entreprendre des échecs et des erreurs sans faire souffrir la production. Et il y a des industries où ça peut être très très important, comme les automobiles. Des centaines de personnes vont souffrir si jamais il y a des erreurs là. Et vous ne pouvez pas vous permettre, par exemple, dans les vaisseaux spatials ou des domaines de ce genre, de faire des erreurs. C'est pour ça que vous avez besoin d'un milieu de simulation. Et finalement, il y a aussi le cloud. Donc, ça aussi existe dans le domaine manufacturier. L'informatique en nuage. Et donc, je vais vous donner un sommaire de ça. Donc, si on examine donc la fabrication, la manufacture comme telle, quels sont les points les plus importants qu'il faut prendre en compte pour le futur et l'avenir? D'abord, est-ce que je suis en train de créer un produit que mon client va aimer? En deuxième lieu, est-ce que j'ai une très bonne idée? Est-ce que je vais pouvoir
commercialiser ce produit pour être le premier ou le deuxième à le faire? Et est-ce que je peux manufacturer ce produit de façon profitable et rentable? Parce que, bon, on a des innovations en électronique où ce n'est pas facile de rendre ça rentable et profitable. Donc, ce sont les 3 moteurs qui mènent qui sont les moteurs de l'innovation. Un autre sujet important, c'est que ça n'arrive pas au détriment de la qualité. La qualité, c'est essentiel. Et le 5e, et c'est très récent, et c'est nouveau, la sécurité. On introduit des logiciels et des données, et la cybersécurité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Aussi, dans les espaces industriels chez Siemens, nous avons obtenu il y a 6 ans une compagnie qui s'appelle Gravitcom, qui était un meneur dans son domaine de systèmes de communication entre les services publics et les sous-stations électriques. Un des éléments les plus vulnérables au pays, c'est la fourniture de l'électricité. Parce qu'avoir cette technologie, ça garantit que nos clients peuvent numériser et utiliser les données de façon sécuritaire avec leurs fournisseurs et leurs clients. Et à cet égard, vous voyez aussi différents gouvernements qui appliquent de nouvelles politiques et des limites sur les entreprises. Maintenant, la numérisation, c'est un phénomène mondial. C'est la raison pour laquelle le Canada, avec le sommet du G7 qui s'en vient, est un meneur pour s'assurer que les entreprises puissent être un moteur de la certification, pour s'assurer que la façon dont les compagnies interagissent demeure sécuritaire, parce que c'est mondial. Si tous les gouvernements essaient de créer leurs propres limites, ça devient très difficile pour les entreprises de faire des affaires. Maintenant, si vous regardez le cycle manufacturier dans son ensemble, vous commencez avec la conception du produit. Et où l'industrie 4.0, où la création de ce qu'on appelle l'entreprise numérique entre-t-elle en jeu? Ça commence au début par l'idéation, c'est-à-dire la conception du produit. Je vais vous montrer quelques ensembles logiciels qui sont utilisés dans l'industrie automobile et aérospatiale ici. Vous voyez des simulations. Donc, le comportement des produits peut être simulé très tôt dans la conception. Le deuxième, dans cette transformation, c'est la façon de fabriquer. Donc, j'ai vu quelques compagnies qui montraient un jumeau numérique du processus de fabrication. Et il y a des logiciels qui existent, qui sont très utilisés ici au Québec. Et vous pouvez donc simuler comment la production est censée se faire. De même que l'ergonomie. Vous introduisez des gens. De cette façon-là, vous pouvez prévoir votre temps de cycle et les problèmes et ce qui peut arriver s'il y a un problème. Et le troisième point, c'est-à-dire l'introduction du pouvoir de calcul et de la nuagique, c'est que pendant le cycle de vie d'un produit, vous pouvez maintenant faire le suivi de comment vos produits sont utilisés. Parce que les systèmes deviennent plus intelligents, ils aspirent des données vers le nuage et vos clients, grâce à leurs applications, peuvent vous montrer ce qui se passe. Donc, 3 beaux exemples ici de ce que la numérisation peut signifier. Et à chaque fois, les logiciels sont la ligne rouge ici. Maintenant, si nous revenons au Québec et nous regardons les facteurs de réussite dans les zones où l'industrie 4.0 fonctionne, c'est lorsqu'il y a collaboration active entre les intervenants. D'abord, les fabricants, les grands fabricants, qui peuvent faire cette transformation tout seuls, mais ils ne sont aussi forts que leur maillon le plus faible, c'est-à-dire le réseau de partenaires, de sous-traitants. Ils doivent changer aussi, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est là où l'éducation et le gouvernement entrent en jeu comme 2 intervenants importants. À une coche du gouvernement,
une poussée du gouvernement au bon moment, ça aide les PME et les petites entreprises à aller de l'avant. Et si vous regardez au Canada, la fin de semaine dernière, j'étais à la réunion OG100, c'est-à-dire les 100 principaux fabricants ontariens. Ils utilisent le Québec comme modèle d'une pratique exemplaire sur comment ces trois intervenants accélèrent et interagissent pour favoriser l'industrie 4.0. Et je dois vous dire que depuis 2 ou 3 ans, je suis venu ici à quelques reprises et ce n'est pas simplement un feu de paille. Ce que l'on voit, ce que Gilles Couillard et Mme Anglade font, c'est un continuum. Et ça augmente le momentum pour voir l'accélération du rythme de l'adoption de l'innovation ici au Québec. Donc, quel est le point de départ pour ceux qui sont à la veille de cette transformation? Apprenez les uns des autres. Formez vos gens dans l'industrie 4.0 et ensuite, ce qui est aussi important, l'impact le plus important dans vos opérations avec l'industrie 4.0, c'est comment les gens vont travailler. C'est dans les processus. Et ça, il faut donner l'élan du sommet dans une organisation. Les gens doivent dire, oui, je vais faire quelque chose différemment. Il y a quelque chose qui va changer dans mon organisation. Et ensuite, commencez petit et créez de l'élan dans votre organisation et apprenez de cet exemple. Et ensuite, démarrez. Ceci dit, je voudrais vous souhaiter, vous fabricants ici au Québec, bonne chance. J'ai vu une grande accélération. C'est agréable de travailler avec vous et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Thank you, Monsieur Mini. J'inviterai maintenant Mesdames Annie Pellerin et Nathalie Vallée et Messieurs Claude Provost et Pierre Fortin à s'avancer pour un panel animé par Madame Céline Huot. Merci à vous 4 de se prêter au jeu du difficile sujet de la main-d'œuvre. On l'a entendu quand même toute la matinée à quel point l'accès au talent est la première préoccupation dans la croissance des manufacturiers innovants et également comment on va chercher les talents. Alors, on a avec nous 2 entreprises manufacturières qui ont développé des programmes, même très spécifiques. Et on a aussi un professeur émérite en économie, une directrice d'un cégep. Alors, je pense qu'on est très, très bien équipés ce matin. Je vais commencer tout de suite avec le terrain, donc avec vous, Annie et Claude, à savoir comment vous avez développé des programmes innovants dans vos entreprises pour justement aller chercher une main-d'œuvre puis avoir même une collaboration, je dirais, avec les institutions d'enseignement. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les établissements scolaires. J'ai des ressources dédiées en ressources humaines qui visitent la plupart des institutions, autant au niveau très technique qu'au niveau universitaire. Puis, on a décidé de faire des alliances avec ces écoles-là, puis on fait beaucoup de cohortes où on travaille en alternance travail-études. Donc, les écoles ont vraiment été un partenaire très, très important. Puis aussi, des fois, vraiment, il y a des cas où les métiers spécialisés sont tellement propres à l'organisation que je ne peux pas juste être avec les écoles. Je dois développer des programmes complètement à l'interne. Mais en même temps, des fois, c'est un atout pour le recrutement parce que tu vends pas juste un emploi, tu vends une formation, fait que tu vends une carrière. Je pense que nous, on le tourne à notre avantage, puis je pense que ça marcherait bien. Puis on doit publiciser beaucoup ces métiers-là parce que si on ne les publicise pas, les gens n'iront pas s'inscrire aux écoles, puis ils n'iront pas non plus appliquer. Okay. Vous, Claude, à Canam, est-ce que c'est la même chose? Vous développez des partenariats avec les établissements d'enseignement? Oui, bien nous, on est à peu près 1000 employés au Québec.
Et on est là depuis 50 ans. On est en Chaudière-Appalaches, ce qui veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de chômage est élevé, plein emploi depuis 10 ans. Ça fait que la misère, on n'est pas habitué, là, mais on connaît ça un peu. Et on a essayé, on fait plusieurs actions, mais j'aimerais mettre l'accent sur peut-être une qui peut-être peut inspirer l'auditoire, là, c'est le programme Dual. Dual étant, ben là, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais peut-être qu'un jour les Allemands parleront de nous, mais en Allemagne, en Europe, ça se voit beaucoup, c'est un rapprochement très, très intime entre le milieu du travail et les écoles, les formations professionnelles. Alors, nous, ça fait depuis maintenant 4 ans, c'est notre 4e cohorte qui s'en vient. On a commencé ça, on a un projet pilote qui a commencé là il y a 4 ans, où on a commencé ce flirt-là. Et l'objectif, c'est que les entreprises soient très, très, très impliquées au recrutement des étudiants, avant même le début de la formation, avec une alternance travail et en milieu scolaire de 50-50. Alors, il y a beaucoup de bénéfices qu'on peut tous comprendre, là, mais le principal, c'est celui de l'intimité. L'établissement s'approche du besoin du milieu du travail et vice-versa, et ça a beaucoup de valeur et beaucoup de potentiel pour le futur. Comment on travaille cette collaboration entre les établissements d'enseignement et les entreprises? Parce que vous dites que c'est dès le début, vous travaillez depuis plusieurs années, vous travaillez avec des entreprises aussi. Comment on développe ces liens-là? Est-ce que vous avez appelé votre collège la première fois pour développer même un programme directement? Comment vous avez établi ce lien-là? Pour commencer les programmes? Oui. Oui, la plupart du temps, c'est venu de nous. Puis on a contacté les écoles avec lesquelles on était le plus près. Puis on le fait aussi aux États-Unis. On a des unes aux États-Unis puis au Canada. On le fait aux 2 places. Fait qu'on est très proche des écoles, puis on travaille en collaboration vraiment toujours avec les écoles. Puis c'est nous qui les approchons. Puis je dirais, un des avantages aussi qu'on a, je dirais, c'est de pouvoir choisir souvent nos étudiants avant qu'ils débutent le programme. Et ça, c'est vraiment un atout parce que tu fais comme une entrevue d'embauche. Tu choisis vraiment le candidat. Fait que vraiment, dès le début, c'est vraiment un avantage vraiment extraordinaire. Madame Vallée, comment on recrute les jeunes dans ces filières-là, et qui sont peut-être méconnus, ou des fois où les jeunes n'ont peut-être pas la bonne vision des opportunités, en fait, qui vont s'offrir à eux? Bien, en fait, les modes de recrutement sont, je dirais, modernes, parce que les jeunes vont sur les différentes plateformes. Alors, on essaie d'aller les chercher là où ils sont. Mais je dirais que le succès autour de ces formations-là repose aussi sur des partenariats avec l'industrie. Nous, la compagnie Siemens nous a approchés au Collège Annecy pour créer un partenariat avec eux, non seulement pour les apprentissages en milieu de travail, mais aussi pour éventuellement donner la formation en mécatronique, qui est cette discipline qui est actuelle ou en fait très importante pour les manufacturiers innovants. Alors, on a des enseignants qui vont partir en Allemagne, 4 enseignants qui vont partir en Allemagne aller chercher la certification en mécatronique, et on va pouvoir la dispenser au collège. Donc, c'est attractif, ça aussi, pour des étudiants, pour des jeunes qui veulent joindre des programmes de haute technologie, que de savoir que le collège ou l'université qu'ils vont rejoindre s'associe avec des entreprises importantes dans lesquelles ils vont pouvoir œuvrer après leur formation, que ce soit une formation de DEC, que ce soit une attestation d'études collégiales, et également des formations en entreprise qu'on peut offrir, que les collèges peuvent offrir. Donc, on voit vraiment un partenariat très étroit, effectivement, avec l'industrie. Oui, puis ça nous amène aussi à réfléchir les choses différemment. Alors, les apprentissages en milieu de travail sont un moyen de faciliter, en fait, de réduire la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises, mais il y en a d'autres.
Et au collège, on a proposé quelque chose cette semaine au ministère de l'Enseignement supérieur. On va voir quelle sera la réceptivité pour ce nouveau projet, mais on pense au Collège Annecy que la création d'un laboratoire vivant en 4.0 va pouvoir nous permettre de créer de meilleurs liens, de faciliter ces travaux en collaboration avec l'industrie. Alors, pour nos programmes de génie électrique, informatique, génie industriel, donc toute la gamme des programmes, au fond, qui sert à former des techniciens qui vont travailler avec les manufacturiers innovants. Monsieur Fortin, vous avez un regard un petit peu plus en hauteur, je dirais, de l'économie en général, puis de la pénurie de main-d'œuvre. Moi, je suis plus 3.0. La raison, c'est que je suis vieux. Les enfants à la maison me disent « Mais non, Pat, t'es pas si vieux que ça. » Ce qui prouve que, premièrement, ils sont fins, mais deuxièmement, ils sont menteurs. Donc, ça fait une 50aine d'années que j'enseigne à l'université, mais en même temps, j'ai fait beaucoup d'interactions avec le secteur manufacturier. J'ai été administrateur, notamment à Camoplast, quand il était encore à Sherbrooke. Comme vous voyez, ça fait quand même pas mal longtemps, mais la volonté d'innovation était déjà là à ce moment-là. Il est important de comprendre, je crois, que une pénurie de main-d'œuvre, ça peut venir de deux sources. Ce n'est pas seulement la difficulté d'embaucher du nouveau personnel, mais c'est aussi parfois la difficulté qu'on a à retenir le personnel existant. Donc, il peut y avoir ces deux sources-là, et il est important de travailler pour fidéliser, sécuriser, valoriser les employés qu'on a. Et il y a plusieurs intervenants ce matin qui ont insisté beaucoup là-dessus, puis j'insisterai encore là-dessus. En 2007, j'ai fait un espèce de rapport avec un groupe de travail pour Mme Jérôme Forgette, qui était la ministre des Finances puis du Conseil du Trésor à l'époque. Et on a trouvé un sondage de IBM qui démontrait que la quasi-unanimité des dirigeants internationaux de très grandes entreprises disait les 2/3 du progrès de notre productivité, ça vient du plancher de l'usine ou du plancher du bureau. En d'autres mots, c'est les employés eux-mêmes qui amènent les idées. Donc, la première chose qu'il faut faire, que ce soit 4.0, 3.0 ou 7.8, je ne sais plus, là, c'est vraiment d'écouter nos employés. S'il y a une chose sur laquelle j'insisterai le plus, c'est ça. Pour le reste, on peut très bien, on sait qu'il faut investir, il faut se grouiller, il faut imiter, il faut aller voir ailleurs, etc. Mais c'est là-dessus que j'insisterai d'abord. Puis j'aimais beaucoup ce que vous parliez, Mme Perrin, d'offrir une carrière donc, aux jeunes, donc pas seulement un emploi, mais vraiment un cheminement. Dans les modèles, parce qu'il y a le modèle dual que vous implantez avec Siemens, vous aussi, on entend souvent dire que c'est difficile parfois pour une entreprise ou une PME d'accueillir des stagiaires parce que ça demande un certain encadrement, ça demande un certain changement. Est-ce que vous avez senti ça dans vos entreprises et comment vous avez amené vos employés à peut-être changer ou s'adapter pour accueillir ces jeunes-là puis les former pendant des longues périodes? Je pense que c'est sur plusieurs mois, ces formations. Moi, je ne peux pas dire que j'ai un témoignage très, très constructif. Là, je veux dire, ça s'est relativement... Parce que tout seul. Oui, ça s'est relativement bien fait. Une fois qu'on a fait un cycle, je ne dirais pas que ça dérange, mais ça surprend un petit peu au début, mais c'est vraiment, dans la liste des défis, c'est vraiment pas le plus Ça tombe très bas. Donc, c'est plus un préjugé qu'on pourrait avoir que ça va prendre du temps ou autre. Oui, finalement, ça se fait assez tout seul. Ça n'en prend, mais on n'a pas le choix en ce moment d'en prendre parce qu'on ne passera pas à travers si on ne va pas les chercher tout de suite en sortant de l'école ou quand ils sont encore à l'école. OK. On a parlé un petit peu là, de valorisation de carrière. Donc, vous dites le nom des entreprises est là, de savoir que les collèges travaillent avec l'industrie. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour amener plus de jeunes dans ces filières-là? Est-ce qu'ils connaissent bien les opportunités de carrière? Bien,
Comme le dit un interlocuteur tout à l'heure, la plateforme d'aujourd'hui est un bon moyen. J'espère qu'on va diffuser ce qui s'est passé aujourd'hui dans les médias. Il faut, moi je pense, créer de plus en plus de partenariats entre les écoles et les compagnies manufacturières. On en a des exemples ici, il y en a d'autres. Je rêve du jour où, à nos portes ouvertes, avec les enseignants qui présentent les programmes d'études, il y aura aussi des partenaires de l'industrie qui viendront parler de leurs expériences de façon concrète. Ça se passe dans certains programmes. Bon, c'est pas tous les ans qu'on peut avoir le plaisir de voir nous accompagner dans ce recrutement des entreprises, mais ça, c'est quelque chose... Les jeunes ont besoin de concret. Ils veulent savoir ce qu'ils vont faire plus tard, combien de temps ça va leur prendre, est-ce que ça va aller vite, et puis est-ce qu'ils vont être bien. Donc, moi, je pense que plus on va collaborer, les entreprises et le milieu de l'éducation, plus on va avoir de succès. Vous parlez moi, ce qui m'a le plus impressionné dans les présentations qu'on a eues, c'est ce que je pourrais appeler l'ADN d'APN. C'est-à-dire les deux qui sont venus présenter, le monsieur plus, je dirais pas vieux, mais plus mature. Expérimenté. J'espère que tout le monde va s'en rappeler, là. Monsieur plus jeune, c'est l'interaction entre les plus vieux et les plus jeunes. Parce que quand les jeunes vont voir, par exemple, dans une école où il y a une visite, ils vont voir des gens arriver, c'est important qu'ils comprennent que quand ils vont rentrer dans une entreprise, ils ne se feront pas taper sur la tête essentiellement par quelqu'un qui va être plus vieux. J'en profite tout simplement pour sauter la clôture puis ajouter qu'il est fondamental, si on veut regarder plus loin que notre nez, puis résoudre plus que les problèmes immédiats de pénurie de main-d'œuvre, mais regarder à long terme. J'ai calculé, c'est une simple règle de 3. Moi, je suis un mathématicien patenté, mais ma mère, quand j'ai eu ma maîtrise, me dit « Mon Pierrot, tu as beau faire des hautes mathématiques, n'oublie pas ta règle de 3. » Alors, j'ai appliqué ma règle de 3, j'ai regardé si on avait le taux d'activité sur le marché du travail que les Japonais ont. Pourquoi les Japonais? Parce que c'est eux autres la société la plus vieillissante au monde. Les gens entre 55 et 75 ans au Japon, si on avait le même taux d'activité que ces gens-là, il y aurait 260 000 travailleurs de plus au Québec. Et parce que nous, notre taux d'activité dans ces âges-là, présentement, est beaucoup plus bas. Donc, il est fondamental qu'on se grouille le derrière pour s'assurer, non seulement avec des mesures gouvernementales, mais aussi dans chacune de nos entreprises, comment on fait pour motiver nos employés d'expérience, nos employés plus vieux, à y rester et à aider à mentorer nos plus jeunes qui à transférer les connaissances, notamment via ces programmes-là. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je m'excuse, on doit à un moment donné s'arrêter, même si j'aurais effectivement continué cette conversation-là très longtemps. Mais merci beaucoup pour vos témoignages et on souhaite beaucoup de succès au programme que vous avez présenté. On souhaite que le ministère y voit la même opportunité que nous, les entreprises, y voyons. Alors, merci à ces 4 panélistes. Merci, mesdames, messieurs. J'invite maintenant Monsieur Étienne Brassard à monter sur scène. Bonjour. Le 21 septembre dernier était la date d'entrée en vigueur de l'AECG, l'accord de libre-échange signé entre le Canada et l'Union européenne. À ce moment, j'étais en sol européen pour discuter avec les dirigeants d'entreprises manufacturières et les intervenants du milieu des opportunités que ce nouvel accord de libre-échange pourrait créer pour ces joueurs de l'industrie. J'avais eu la chance de longuement parler avec mon collègue chez Lavery, M. Pierre-Marc Johnson, qui a eu le bénéfice de négocier cet accord pendant près de 8 ans. Forcément, certaines stratégies peuvent potentiellement être réfléchies et mises en place.
Malheureusement, rendu sur place, à mon plus grand désarroi, les questions qui m'ont été adressées concernaient principalement la réglementation des OGM au Canada, l'utilisation d'hormones dans la production bovine, ce qui n'est clairement pas ma spécialité. Je vous dirais que ma plus grande déception, c'est de voir que ces questions qui sont tout à fait légitimes de sécurité alimentaire et qui sont soulevées dans à peu près toutes les négociations d'accords de libre-échange ont pris une part importante de la place publique. Or, ce que moi je trouve particulièrement intéressant dans ces accords, c'est justement les opportunités pour les entrepreneurs, les entreprises, notamment dans le domaine manufacturier, qui peuvent voir leur marché évoluer et changer drastiquement. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est justement de mettre l'emphase sur ces opportunités et comment, dans le contexte géopolitique actuel, vous pouvez profiter de ces avantages. Mon nom est Étienne Brassard, je suis associé chez Lavery en droit des affaires et j'assiste régulièrement des manufacturiers exportateurs dans leur stratégie de globalisation et d'attaque des marchés étrangers. Le contexte actuel n'a jamais été aussi bon. Pour le Canada, actuellement, nous faisons partie du seul pays du G7 qui a signé des accords sur l'axe nord-sud avec les États-Unis, sur l'axe est-ouest avec l'Europe et avec l'Asie-Pacifique. Une entreprise qui comprend les accords de libre-échange, et c'est ce que je vais tenter de faire en 15 minutes aujourd'hui, devrait axer ses stratégies en conséquence et voir comment il peut avoir un avantage concurrentiel important par rapport aux manufacturiers européens et nord-américains. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, évidemment, tout le monde connaît l'ALENA. C'est un marché de 450 millions de consommateurs, près de 28 % du PIB mondial. Évidemment, tout le monde est au courant qu'à la frontière, au sud de la frontière, il y a actuellement des pressions un peu plus protectionnistes et que l'ALENA fait actuellement l'objet de renégociations. Il en demeure pas moins que les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial du Canada. Près de 75 % de nos exportations vont au sud de la frontière, environ 55 % de nos services, et 15 % des biens fabriqués aux États-Unis aboutissent au Canada. Les chaînes d'approvisionnement canadiennes et américaines sont grandement intégrées. Pour vous donner un exemple concret, un véhicule construit en Amérique du Nord peut passer en moyenne près de 11 fois la frontière. C'est dire à quel point l'établissement de tarifs pourrait rendre les entreprises nord-américaines peu concurrentielles par rapport à des fabricants asiatiques ou européens qui peuvent construire leurs véhicules à l'intérieur d'une union douanière. On verra l'aboutissement des négociations. Disons simplement que c'est une belle opportunité de voir les débouchés ailleurs. Depuis le 21 septembre dernier, le CETA, comme disent nos amis français, ou l'AECG. L'AECG, c'est un nouveau marché de 500 millions de consommateurs. 20 % du PIB est dorénavant mondial est dorénavant accessible à nos entreprises canadiennes. L'AECG, c'est l'abolition de 99 % des tarifs non alimentaires, ce qui donne une grande liberté de mobilité des biens fabriqués au Canada. Vous avez également l'accès à des marchés publics importants, on va y revenir. Vous avez également un accord qui tente de faire tomber les obstacles techniques, par exemple les normes, et vous avez surtout un accord très moderne par lequel des comités sont mis en place pour s'assurer de l'évolution et de la mise en place des politiques en la matière. Comme si ce n'était pas suffisant, vous avez le PTP-GP qui vient en fait d'être signé le 8 mars dernier et qui, on l'espère, entrera en vigueur quelque part printemps 2019, lorsque 6 des 11 pays auront ratifié cet accord. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis se sont retirés de cet accord. Ce qui fait en sorte qu'au Canada, un bien produit qui respecte les règles d'origine canadienne pourra, peut-être dès l'année prochaine, pouvoir voyager à travers 60 % du PIB mondial, une population d'à peu près 1,5 milliard de consommateurs libres de droit. C'est assez unique, on ne le dit pas assez, il faut en profiter et établir nos stratégies en conséquence. Évidemment, puis je ne m'y attendrai pas, le Canada a d'autres accords bilatéraux avec certains pays que vous voyez derrière moi.
Personnellement, lorsque je me pose une question dans un domaine industriel en particulier, j'utilise certaines ressources comme le site InfoTarif Canada qui va vous donner accès dans une industrie ou un bien particulier pour une juridiction en particulier, les tarifs applicables ou les accords de libre-échange qui sont applicables. En quoi consiste un accord de libre-échange? C'est très simple. C'est environ 500 pages dans lesquelles on libéralise à peu près tous les domaines en passant par la tarification douanière. On essaie de libéraliser les services et la mobilité des personnes pour favoriser les séjours à l'étranger. On ouvre généralement les marchés publics. Et parfois, dans les accords de nouvelle génération comme la ECG, on crée des dispositions sur la protection des investissements en matière environnementale, développement durable, propriété intellectuelle, et commerce électronique, etc. Une fois qu'on a libéralisé pendant 500 pages, ben c'est simple, on fait 1000 pages d'exception. Ce qui est intéressant et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en matière innovante, les accords de libre-échange ouvrent le marché et après ça, créent une liste spécifique d'exceptions. Si vous n'êtes pas dans une exception spécifique, le marché est libre. Je simplifie, mais c'est ça. Ce qui veut dire que si vous créez un bien qui n'existe pas aujourd'hui, les chances sont à parier que vous n'êtes pas dans la liste d'exception. Ce qui veut dire qu'à terme, vous avez tout intérêt à innover si vous souhaitez tomber justement dans les catégories libéralisées. Pour vous montrer quelques exemples de tarifs, probablement que vous les connaissez déjà si vous êtes dans une des industries concernées, mais avant le mois de septembre cette année, avant l'entrée en vigueur provisoire de la ECG, voici quelques tarifs qui s'appliquaient dans certaines industries. Vous n'êtes pas sans savoir que certains de ces tarifs, dans les industries très concurrentielles, peuvent faire une différence importante. Comment on tire profit de ces opportunités? La première chose, c'est que dans une chaîne d'approvisionnement globale, il faut comprendre l'avantage concurrentiel qu'on a. Un bien qui est produit au Canada peut voyager vers le sud, libre de douane, peut voyager vers l'Europe, libre de douane. On va reparler plus tard des règles d'origine qui peuvent complexifier un peu la dynamique. Mais grosso modo, un bien fait aux États-Unis n'a pas la même liberté de mouvement vers l'Europe et un bien fabriqué en Europe n'a pas la même liberté vers les États-Unis. S'implanter ici, c'est possiblement une stratégie gagnante en matière de tarifs douaniers. Ça peut aussi servir de tremplin vers d'autres juridictions. Si vous souhaitez conquérir des marchés étrangers avec lesquels le Canada n'a pas nécessairement d'accord de libre-échange, ça pourrait être une bonne stratégie de considérer d'établir un centre de recherche et développement, par exemple, en Europe, si c'est le marché de l'Afrique que vous souhaitez attaquer. Peut-être que vous devez aussi le considérer dans votre stratégie. L'ouverture des marchés mondiaux, en fait des marchés publics européens sont aussi, quant à moi, une opportunité à saisir. Pour les joueurs dans la salle qui appliquent généralement sur des appels d'offres, sachez qu'on vient d'ouvrir un marché de près de 2000 milliards d'euros annuellement en contrats publics auxquels les entreprises canadiennes pourront maintenant appliquer sans être discriminées de par leur nationalité canadienne. 2000 milliards, c'est considérable. La contrepartie, c'est d'avoir ouvert notre marché de 125 milliards à peu près de contrats publics canadiens. Donc, évidemment, à l'échelle locale, un peu plus de concurrence. À l'échelle européenne, certainement des opportunités. Une bonne pratique en la matière, quant à moi, et les joueurs qui ont un certain succès là-bas, vont généralement s'allier avec un joueur local. Les statistiques montrent en Europe que même l'attribution de contrats publics européens entre pays européens est assez faible. On parle de l'ordre d'à peu près 10 à 15 %. Ce qui veut dire que l'entreprise canadienne, il faut se dire la réalité, n'aura pas nécessairement beaucoup plus de chance. Par contre, s'allier avec un joueur local est probablement une bonne stratégie pour justement espérer percer ces marchés. Je vous ai parlé des règles d'origine. Les règles d'origine sont assez compliquées. Ça devrait aussi faire partie de votre réflexion et votre mise en place de stratégie. C'est certain que si vous êtes un manufacturier de boulons et que vous fondez un boulon ici, les chances sont qu'il soit canadien. C'est un peu moins simple si vous faites des pontons. Dans l'exemple que je vous donne, vous voyez la provenance de différents matériaux qui peuvent venir d'Europe, des États-Unis, du Canada, et l'assemblage en un produit fini
en l'espèce un ponton, peut amener des questions importantes. Évidemment, une stratégie intéressante, c'est d'avoir suffisamment d'intrants canadiens qui fait en sorte qu'un bien est considéré comme canadien et pourrait bénéficier des accords de libre-échange tant nord-américains qu'européens. Donc, dans votre mise en place de stratégie, c'est aussi à considérer. On ne rentrera pas dans la complexité de ces considérations, mais ça devrait être sur votre écran radar. Les bonnes pratiques des clients qui réussissent à percer sur les marchés internationaux, évidemment, c'est de comprendre le marché qu'ils attaquent, possiblement s'y rendre et faire des études de marché. Mais c'est surtout de comprendre les obstacles, que ce soit des obstacles légaux, fiscaux, commerciaux, et même au niveau des normes. Je peux vous dire que j'ai eu un fabricant d'ampoules intelligentes européen qui s'est présenté à nos bureaux récemment. Il y avait certainement une des ampoules les plus intelligentes que j'ai vues, mais elle avait un gros problème. Elle ne fonctionnait pas aux 110 volts. Ça peut paraître bête, mais la personne a traversé l'Atlantique pour réaliser qu'elle n'avait pas les bons standards. Il faut identifier ces réseaux. Et une autre stratégie en la matière est souvent de s'allier avec des réseaux de distribution déjà existants. Ça peut réduire les coûts de façon importante. Et j'ai même mis en place récemment des ententes de partenariat entre compétiteurs qui souhaitaient partager certains coûts pour accéder à un nouveau marché. Donc, plutôt que d'essayer de construire à l'étranger à fort coût, il faut être innovant en la matière et réfléchir à différentes stratégies. Évidemment, bien s'entourer et ultimement bâtir un plan d'action stratégique en conséquence. Évidemment, les accords de libre-échange, c'est plus de concurrence dans nos marchés locaux. Mais c'est aussi des belles opportunités à saisir à l'étranger. Et le message que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est de parler un peu plus de ces opportunités et tenter de les saisir. Évidemment, en terminant, si vous avez des questions sur les quotas d'importation de fromage français, je suggère fortement à la Chambre de commerce d'organiser une grande dégustation auquel je serai présent avec grand plaisir et on pourra discuter de ces questions. Merci. Thank you, Mr. Brassard. To close the forum this morning, I would like to invite Mr. Marco Annunziata to join me on stage for his presentation. Bonjour, merci. C'est un grand plaisir d'être ici et d'avoir la chance d'écouter le témoignage des entreprises québécoises. Et je vais aussi continuer la présentation en anglais. Ça va être beaucoup plus facile. Je m'appelle Marco Annunziata. I'm an economist, but... Je suis économiste, mais depuis 7 ans, j'étais chef de la stratégie d'innovation d'affaires pour General Electric. Donc, j'ai fait beaucoup de travail pour mettre en œuvre de l'innovation dans des grandes compagnies et aussi travailler avec nos clients des PME et des compagnies de technologie. Donc, ça m'a donné une perspective plus appliquée. Donc, c'est un contraste avec beaucoup d'autres économistes dans ma profession. Tout d'abord, on parle de la révolution industrielle numéro 4 dans le secteur manufacturier, mais c'est plus grand que juste ceci. Ça fait partie d'une révolution technologique où il y a des nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle et la robotique, et on le marie avec des nouveaux procédés qui sont très puissants au niveau du secteur manufacturier, comme la conception générative ou l'imprimerie 3D. Et donc, ça perturbe tous les secteurs de l'économie, dans la santé, l'énergie, le manufacturier. Donc, c'est important de savoir ceci pour vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste des nouvelles technologies et des nouvelles opportunités dans votre propre procédé manufacturier, mais ça crée aussi de la transformation et donc des nouveaux défis et des nouvelles opportunités dans tout ce qui vous entoure. Par exemple, dans certains secteurs où vous avez de la coopération et où se trouvent vos clients et là où se trouve votre chaîne d'approvisionnement. Je vais parler un petit peu de l'innovation et de la productivité. On a déjà entendu parler que la productivité ou la croissance de la productivité a connu une grande décélération partout, dans toutes les économies avancées. Ce qui est important à noter ici, c'est que ça a encouragé
pas mal de monde d'être fort pessimiste quand on parle de l'innovation. Il y a beaucoup de monde, surtout ceux qui sont dans la science économique. C'est souvent un peu déprimant chez nous, où ils vont dire, bon, ces technologies sont déjà arrivées, donc pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un changement dans les taux de productivité? Et donc leur conclusion, c'est que ces nouvelles technologies ne sont pas aussi puissantes que la transformation où on a passé de cheval à la voiture. Quand j'entends ça, ça me fait rire, parce que c'est toujours notre réponse à ce genre de choses. Et je pense même dans l'âge de pierre, quand la roue a été inventée, il y avait sans doute des personnes qui disaient non, ça ne va pas faire de différence. La dernière invention, la grande découverte, c'était le feu. Le feu, c'était vraiment transformationnel. La roue, ça ne va rien changer pour nous. C'est ça que les gens disaient. Aujourd'hui, on a le même genre d'attitude sceptique et c'est mauvais et c'est pas correct pour les mêmes raisons. D'autres personnes vont dire que les avantages de cette révolution sont déjà arrivés, mais on n'est pas en train de les mesurer. Et c'est vrai que dans l'espace des consommateurs, certains des avantages qu'on retire de cette révolution numérique ne sont pas reflétés dans les statistiques économiques officielles. Mais ça, c'est le deuxième ordre. Le vrai problème, en fait, c'est qu'on n'a pas fait assez d'investissement là-dedans. Les nouvelles technologies arrivent et on entend parler de certaines des compagnies aujourd'hui qu'il faut avoir un engagement financier pour s'investir dans ces nouvelles technologies et ça prend du temps pour mettre tout ça en œuvre. Et si on regarde ce qu'on vient d'observer depuis la grande récession en 2009, l'investissement est en retard, c'était relativement lente. Donc, il faut faire plus de progrès pour amener ces technologies dans notre capital de base. Et maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai un point de vue positif. Quand j'examine ces technologies au niveau micro, je peux voir qu'ils sont très puissants. On a entendu parler de certains exemples aujourd'hui avec des compagnies spécifiques. Mais par exemple, avec l'imprimerie 3D, ça transforme complètement notre façon de produire des pièces détachées, des composants et à une très grande vitesse parce que tout d'un coup on peut faire un prototype, on peut le tester et puis on peut le modifier juste en modifiant le logiciel qui est dans l'imprimerie 3D et tout de suite on a ce nouveau produit. Donc tout le cycle de faire des tests et la production, ça devient beaucoup plus agile et on peut avoir des composants qui sont complètement différents basés sur d'autres géométries. Et ça, c'était impossible à faire avec notre approche manufacturière traditionnelle. Donc maintenant, on a des composants qui sont plus légers et plus forts comparés aux produits avant. Et c'est plus simple aussi. Par exemple, chez General Electric, dans la production des moteurs à réaction, il y avait un composant qui avant était composé de 822 pièces différentes qui devaient être assemblées. Mais maintenant, on parle de juste 12 parties. Donc, c'est toute une simplification. Ça veut dire que le composant est plus robuste, plus sécuritaire et plus facile à produire. Pour faire ceci, il faut réimaginer comment on va vraiment construire un produit. Donc, quand ces nouvelles technologies arrivent, il y a un obstacle, c'est-à-dire on est habitué à travailler avec l'ancienne façon de penser, l'ancienne technologie. Et donc, la conception générative, c'est là où ça rentre en jeu surtout, parce qu'avec cette conception génératrice, en fait, il y a un changement d'état d'esprit pour pouvoir vraiment tirer profit de la puissance de l'intelligence artificielle. Normalement, on se rend vers l'ordinateur avec une idée préconçue. On connaît déjà la solution d'après nous. Et donc, on dit à ce programme d'ordinateur et l'intelligence artificielle, voici la solution que je veux obtenir. Est-ce que vous pouvez juste améliorer un peu pour moi? Je veux une chaise et la chaise doit ressembler à ceci pour moi. Est-ce que vous pouvez juste le rendre un petit peu plus légère? Donc, en fait, l'ordinateur va juste faire un trou par ici, par là. Ça, c'est pas la transformation. Avec une conception génératrice, on se tourne vers l'intelligence artificielle, dit je ne vais pas vous imposer la solution, juste le problème et le but. Voici ce que je veux obtenir. Je veux avoir un objet qui peut en fait se tenir à un certain point, à une certaine hauteur avec quelque chose qui soutient mon dos. Et l'intelligence artificielle va en fait tester ce qui se passe dans la nature, va tester des possibilités différentes. Et puis, en quelque chose que vous n'aurez jamais imaginé tout seul. Vous pouvez avoir une nouvelle forme qui fait exactement ce qu'il faut faire, mais d'une toute autre façon. Un exemple plus compliqué qu'une chaise, c'est en fait une voiture. L'exemple ici, c'était développé avec Autodesk.
En fait, ils ont fait une voiture de course équipée avec des capteurs et puis ils ont fait rouler ça et le capteur a pu regarder toutes les forces physiques et tous les niveaux de stress pour la voiture et puis ils sont tournés vers l'intelligence artificielle. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez me donner un châssis qui peut résister à ces forces? Et voici ce qu'on a comme conception. C'est tout à fait différent. Donc, c'est la combinaison des nouvelles technologies de côté conception et aussi de côté manufacturier qui va nous offrir des énormes opportunités. Mais si vous êtes une compagnie, surtout si vous êtes une compagnie plus petite, qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous pouvez mettre en œuvre cette technologie? La première étape, c'est de comprendre ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que beaucoup de personnes vont arriver, vont parler de bien des choses, ils vont dire l'intelligence artificielle, c'est une poudre magique, on étale ça et tout va bien. Mais en fait, il faut comprendre les vraies technologies peuvent vous aider à faire face à vos défis. Et puis, il faut se concentrer, deuxièmement, sur la mise en œuvre de ces nouvelles technologies. Il faut avoir une approche holistique. Et il faut changer vos procédés, changer votre façon de gérer la compagnie aussi pour faire fonctionner ces technologies pour vous. Et ça va prendre du temps. Et on a vu ça dans une des présentations parce qu'au début, peut-être, il y aura une baisse de productivité. Ça va prendre du temps pour comprendre la chose et puis une énorme remontée de productivité. En plus, il faut examiner votre capital humain et combiner ça avec la technologie, pas juste oublier les êtres humains. J'ai souvent vu ça dans les compagnies. L'idée, c'est bon, on va essayer de voir comment je peux utiliser cette technologie magique pour éliminer des êtres humains, pour améliorer des choses, mais ça, c'est stupide. Le capital humain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Les meilleurs résultats qu'on va obtenir vont être obtenus si on se fait un bon mariage entre le capital humain et la technologie. Et dernièrement, il faut rester flexible en termes de vos ressources et votre état d'esprit. Parce que nous, on est juste au début de cette révolution. Donc, les choses vont évoluer très rapidement et il faut s'ajuster, s'adapter continuellement. Et il faut construire des partenariats. C'est un message qu'on a bien compris à l'intérieur de General Electric. Quand les technologies évoluent très rapidement, on ne peut pas faire des choses tout seul, même si on est une compagnie géante. Donc, il faut trouver des bons partenariats et de la bonne coopération. Je dis, il faut optimiser surtout le capital humain. Juste un petit commentaire léger. On entend toujours dire qu'avec la nouvelle technologie, il y aura beaucoup d'emplois qui vont être éliminés. Il y a un document célèbre de l'Université d'Oxford 2013 qui a fait des simulations fantastiques. Ils ont dit qu'en Amérique du Nord, 47% des emplois existants vont être éliminés. Donc moi, j'ai examiné le document. Je dis, bon, c'est une bonne méthodologie, c'est intéressant. Et puis, j'ai regardé l'annexe pour voir tous les emplois qui allaient être éliminés. Et avec 90% probabilité d'être éliminé demain, c'était en fait l'emploi d'un modèle dans la vie de mode. Et je me suis dit, bon, il y a un problème avec ce genre d'études. On oublie quelque chose avec l'être humain qui est vraiment fondamental. Évidemment, il faut toujours encourager vos filles de devenir des scientifiques, des ingénieurs et des entrepreneurs comme ceux qu'on a vus aujourd'hui sur la scène. Mais les études qui disent que les emplois avec les êtres humains vont disparaître sont vraiment stupides. Non, il faut surtout se concentrer sur cette question d'avoir un bon mariage entre les bonnes compétences et optimiser en fait le mariage de capital humain et les bonnes technologies. Évidemment, l'industrie va connaître toute une transformation. Nous, on émane d'une industrie où notre cadre dans les pays comme le Canada et les États-Unis, l'Europe, c'était qu'on construit la technologie, puis on essaie de trouver la main-d'œuvre pas chère dans les marchés émergents. On est emballé par rapport à l'Inde et la Chine à cause de taille du marché. Et puis, on a eu nos chaînes d'approvisionnement spécialisée. On s'est concentré sur la mise en échelle. Donc, c'est important d'avoir une grande compagnie, une grande usine pour être efficace au niveau économique. Mais maintenant, on se déplace vers un autre monde. Tout devient beaucoup plus flexible. Il faut avoir le bon talent au Québec, au Canada ou ailleurs avec certains réseaux, certains liens.
Et tout le monde va chasser, en fait, la main-d'œuvre bien qualifiée, intelligente. Donc, il faut trouver des bonnes personnes. Il faut continuer avec la formation en continu à l'interne. Parce que l'innovation va être quelque chose de global, pas juste dans les économies avancées. Mais un message important, une bonne leçon à apprendre, c'est que la nature de l'échelle change complètement. C'est plus une question de l'usine individuelle ou la compagnie individuelle. Non, l'échelle qui compte, c'est vraiment au niveau de l'écosystème ou le réseau. C'est-à-dire les nouvelles technologies, les nouveaux changements qu'on a discutés aujourd'hui vont être un avantage énorme pour les PME parce que ça crée plus de flexibilité dans le terrain de jeu, devient plus équitable et ça neutralise beaucoup des avantages des grandes compagnies. Et les grandes compagnies commencent à s'inquiéter, donc ils s'intéressent plus à coopérer avec vous, les PME. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Mr. Annunziata, thank you very much for your... Merci beaucoup, ça c'était vraiment inspirant. Mesdames et messieurs, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et d'Investissement Québec, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce matin. Les personnes intéressées à venir avec la Chambre de commerce et Investissement Québec en Allemagne, à Hannover Messe, l'année prochaine, pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, on vous invite à laisser votre carte d'affaires ou à venir voir les gens qui sont à l'entrée. Il y a un kiosque Accélère de la Chambre de commerce, donc venez démontrer votre intérêt, on va prendre vos coordonnées, on ne manquera pas de vous recontacter au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je veux aussi remercier Zora d'avoir partagé avec moi la scène ce matin. Ça a été un honneur de travailler avec toi ce matin, tu as fait ça comme une championne. Et on va te réinviter quand tu veux, en fait. Au plaisir. À vous tous, je vous invite maintenant à passer à la salle adjacente pour le déjeuner causerie. Et donc, sans plus tarder, je vous souhaite bon appétit. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir.